Le crash de la Yéménia au large des Comores. 10 ans déjà. Un grand nombre de passagers avaient d'abord emprunté un A330 qui assurait les vols Yéménia 749 parti le 29 juin 2009 à 8h55 de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris pour se rendre via Marseille à Sanaa au Yémen, où ils avaient embarqué à bord d'un A310 assurant le vol IY 626 dont l'arrivée à Moroni avait été prévue à 2h30 du matin. L'avion effectue une approche à vue de nuit en s'alignant sur le tarmac. Puis, en entamant un tour de piste, la branche vent arrière. Cette approche est effectuée avec beaucoup d'imprécision par l'équipage, en partie à cause du vent fort. Les pilotes interrompent la partie vent arrière qui n'est pas stabilisée. L'altitude diminue en dessus de ce qui est autorisé à la suite d'une erreur de manipulation selon le rapport d'enquête. La vitesse reste faible à cause de la diminution excessive de l'altitude de l'avion qui est proche de la surface. Un automatisme de protection augmente la poussée, mais le manche reste accabré. L'alarme de décrochage se met en marche, mais le pilote garde le manche en arrière alors qu'il devrait le pousser, peut-être par peur de percuter l'eau selon le rapport d'enquête. Le décrochage survint, mais la position du manche vers l'arrière ne peut l'interrompre. L'enquête évoque un état de stress chez l'équipage en liaison avec l'imprécision de l'approche. La seule survivante du vol 626 Yéménia est une jeune fille de 12 ans, Bahia Bakari, qui voyageait en compagnie de sa maman, décédée dans le crash. L'adolescente a été retrouvée agrippée à un des gros débris qui flottaient sur l'océan. Elle n'avait pas de gilet de sauvetage. Elle a été retrouvée par des pêcheurs qui s'étaient portés au secours des disparus. Le bateau qui les transportait a accosté au port de Moroni à 19h25 heure locale, d'où Bahia a été amenée à l'hôpital El Marouf. Mesdames et messieurs, bonjour. CTI consacre aujourd'hui une émission à un véritable drame qui a touché la communauté comorienne. Il s'agit du crash du vol 626 de la compagnie aérienne Yéménia, survenu le 30 juin 2009. À son bord, 142 passagers, 11 membres d'équipage, tous sont décédés, à l'exception d'une adolescente, Bahia Bakari, qui a été retrouvée par des pêcheurs agrippés à quelques débris, et ce, 9 heures après le crash. Pour rappel, l'avion est parti de Paris-Charles de Gaulle à 8h55 le 29 juin 2009. Ensuite, les personnes ont atterri à Sanaa pour embarquer à bord d'un deuxième avion, l'A310, qui avait pour but d'arriver à Moroni à 2h30 du matin heure locale. Malheureusement, l'avion n'a jamais atterri dans de bonnes circonstances. Nous avons dans notre plateau de nombreuses personnes. Tout d'abord, monsieur Nassourdine Haïdari. Vous étiez élu de la cité phocéenne à cette époque. Bonjour, monsieur. Bonjour. À côté, ensuite, il s'agit de monsieur Hamada Azli. C'est bien ça? Azdi, oui. Pardon. Oui. Donc, vous êtes représentant d'une famille de victimes. Bonjour. Bonjour. Et c'est pas qu'un représentant, je suis quelqu'un qui a perdu toute la famille dans cette tragédie. De nombreux proches, oui. Mes trois enfants et ma femme. Un enfant de 14 ans, 11 ans, 5 ans et ma femme de 35 ans. On va en parler plus en détail très rapidement. Également présent sur le plateau, Fatouma, vous êtes intervenante dans l'association SOS Voyage. Bonjour. Bonjour. Ainsi que monsieur Saïd Assoumani. Donc vous êtes le président de l'association des familles de victimes. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc une première question, je m'adresse bien sûr aux proches des victimes de cette tragédie. Donc monsieur Azdi Hamada, la première question c'est comment avez-vous appris cette nouvelle, donc la nouvelle du crash survenu le 30 juin 2009. Comment avez-vous vécu cette journée? Je crois que je ne suis pas capable de m'expliquer comment je réagis. Vous savez que c'est une chose trop dure. Pour arriver à le croire, il faut des minutes et de temps. Regarder la maison, que c'est vrai. Il y a certaines personnes. Alors, je ne vous dis pas, je crois que vous connaissez la suite.
Vous vous rappelez ces instants où on vous annonce le crash, donc la nouvelle? Est-ce que vous l'avez appris à la télévision, par un bouche à oreille? Je crois que je ne suis pas capable de m'expliquer ces choses-là, comment j'ai appris. Je crois que je peux m'arrêter là. Très bien. Pour ces explications. Je me tourne vers vous, Fatouma, en tant qu'intervenante pour l'association SOS Voyage. Cette association existait bien avant le crash. Quel était le but de cette association? Alors, l'association SOS Voyage aux Comores a démarré en 2008 suite à la mobilisation de certaines personnes de la communauté qui ont vécu des directs en prenant ces avions qu'on appelle des avions poubelles, on en parlera peut-être. Beaucoup de choses se disaient du voyage sur les mauvaises conditions du voyage. Et du coup, certaines personnes de bouche à oreille en ont parlé. Et on a fini par créer un collectif. Donc en 2008. En 2008. Pour défendre les intérêts des conditions de voyage des voyageurs. Tout à fait. Donc sur la liaison France-Comores. Comores-France. Et Comores-France. Voilà. Il s'est avéré que nous avons, on ne va pas dire on a prédit tout ce qui s'est passé en 2009, mais beaucoup de choses laissaient croire que si quelque chose n'avait pas été mis en place, le drame était inévitable, ce qui est arrivé, qui a fait que par la suite, la communauté, nos enfants, on est tous sortis dans la rue, on a dit stop. Et j'aime autant vous dire que je n'ai jamais vu une marée humaine aussi importante qu'à cette période-là, parce que chacun de nous, on avait perdu une partie de nous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Combien de personnes ont manifesté? 10 000 personnes, je pense, à Marseille, la semaine qui a suivi le crash. Je pense, je ne me rappelle pas exactement du chiffre, mais c'était une marée humaine. Et ce n'était pas que des Comoriens, hein. On était soutenus par des Sénégalais, des Arabes, des Français, parce que, bien entendu, le drame est international, tout le monde voyage. Donc, ce qui m'arrive aujourd'hui peut arriver à une autre communauté demain. Donc, dans cette solidarité, on s'est retrouvés des milliers dans les rues, clamant notre désir pas de vengeance, mais qui est réparation, et que cela ne se reproduise plus. Donc, je pose la même question que j'ai posée aux familles des victimes, un membre d'une famille de victimes. Vous êtes président de l'association. Qu'est-ce que vous avez ressenti à l'annonce de ce crash? D'abord, suite à une drame comme ça, c'est l'incrédulité, c'est-à-dire c'est l'incompréhension. La première réaction, c'est un déni. Je pense on n'y croit pas. Il y a un mécanisme au niveau du cerveau qui refuse la réalité, le temps que le cerveau le digère et accepte. Mais après il y a l'envie de justice qui reprend le dessus. Si on prend l'exemple des personnes comme Asdi ou comme moi, on n'avait pas un passé associatif ou une expérience associative, mais on était obligé à ce moment précis, de s'engager pour défendre les droits de toutes ces familles, pour s'organiser, pour mener ce combat qui est quand même très très compliqué, très long. Je crois qu'on aura le temps de le développer. Au départ, quelles actions ont été menées au lendemain vraiment du crash? C'était des actions multiples. Il y avait d'abord l'urgence, assister à la détresse vraiment physique et psychologique des familles, et sans perdre du temps, essayer de s'organiser pour la suite au niveau judiciaire, parce qu'on savait que c'était un élément très très important. Donc, qui dit
combat judiciaire, chercher tout de suite les meilleurs avocats, les meilleurs cabinets et essayer de constituer les dossiers des membres des familles. Parce qu'il faut dire que dans ces conditions-là, dans ces moments-là, l'être humain, il n'a pas le temps de penser à des histoires de papier ou de dossiers ou des indemnisations. Il a d'autres choses à penser. Donc nous, on était au milieu pour prendre ce relais-là et pour essayer de regrouper tout le monde et constituer les dossiers nous-mêmes. Et ça fait partie des objectifs de l'association, c'est-à-dire apporter une assistance morale et matérielle à ces familles. Cette assistance morale, elle se faisait comment concrètement? Comment le soutien psychologique a été apporté donc aux familles des victimes? Le soutien psychologique, il y a la part qui est pris par les spécialistes, c'est-à-dire les psychiatres, les psychologues, tous ces genres de personnes. Après, il y a le fait que eux, les familles, ou elles, les familles, ils savent à qui parler. Vous voyez, je veux dire, ils savent à qui s'adresser. Donc, on joue un relais. Voilà. Donc, toutes les questions viennent vers nous avant d'être exposées ailleurs. Moi, je pense que 10 ans après, si on fait le bilan sur le rôle de l'association, moi, je pense que l'association, elle était indispensable. Parce que si elle n'existe pas, ou à un moment donné, si elle était dissolue, je pense qu'il n'y aura pas de dossier Yéménia aujourd'hui. Et ça, je le dis sincèrement. Parce que toutes les personnes ou tous les adversaires qui étaient dans ce dossier, ils ne tenaient pas que cette affaire continue ou cette affaire tienne la route. Tout le monde voulait que ça soit enterré. Donc, l'association des familles des victimes, épaulée et entourée par SOS Voyage et par Oshababi, parce que Oshababi aussi, c'est une association qui est née automatiquement suite à la tragédie. Oui. Je crois que le jour même, voilà. Oui. Donc, tous ces 3 associations, ils ont fait, dans leur combat, ils ont fait en sorte que l'affaire Yéménia existe jusqu'à aujourd'hui. Et que je pense que l'objet de notre rencontre aujourd'hui, on va en parler de façon détaillée, c'est de lancer un appel solennel à tous les Français, à tous les Comoriens, à tous les Marseillais, qu'il ne faut pas les oublier. On ne devrait pas les oublier, ces morts. Voilà. Sur le plan judiciaire, est-ce que vous êtes satisfait de ce qui a été apporté et des mesures qui ont été prises à l'encontre de la compagnie? Est-ce que SOS Voyage est satisfait? Est-ce que l'association des familles de victimes est satisfait des indemnités qui ont été versées, des procédures qui ont été... Sur ce volet-là, je ne pense pas que SOS Voyage pourra vous donner des détails là-dessus. Mais moi aussi, je vais faire en sorte d'être très sommaire et trop bref pour ne pas entrer dans des détails trop compliqués que ça va embrouiller les gens. Ils ne vont pas comprendre le message qui nous a fait venir ici. Il faut dire que... il y a eu 2 procédures. Une procédure pénale dont le but c'est de trouver les responsables de l'accident. Sur cette procédure pénale, 2 juges d'instruction sont désignés au tribunal de Bobigny. Ces juges, ils ont fait leur travail comme ils ont pu. C'était un travail très compliqué parce qu'il n'y avait pas de coopération judiciaire entre les pays concernés. Parce que le problème qu'on a eu, à part le fait qu'on a perdu des êtres chers, c'est le fait qu'on est tombé dans un accident qui concerne des interlocuteurs très compliqués, parce que c'est une compagnie étrangère qui a loué un avion étranger, parce que l'avion appartient à un groupe américain. La compagnie, elle est du Yémen. L'accident s'est produit aux Comores. Nous, on vit en France. Donc, ça fait que les intéressés, on est tous des pays, ce sont tous des interlocuteurs qui viennent des pays étrangers et c'est très facile pour les juges d'instruction de mener ces enquêtes, d'autant plus que ces interlocuteurs, ils n'étaient pas coopératifs parce que ces juges d'instruction de Bobigny, M. Aubertin et Mme Jolivet, n'ont jamais eu l'autorisation d'aller à Sanaa, à l'époque où le Yémen existait. Ils n'ont jamais eu l'autorisation d'aller à Sanaa. Ils n'ont jamais eu l'autorisation d'aller à Moroni même. Vous voyez ce que je veux dire? Pour faire des enquêtes là-bas ou continuer leur investigation. Ce n'est qu'en 2019, là, vers avril et mai, qu'ils ont eu l'autorisation d'aller à Moroni pour la première fois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pourquoi? C'est grâce à la nouvelle ambassadrice
français, Madame Bassa Massoni, qui avec sa disponibilité, son efficacité, qui a fait en sorte que les juges d'instruction puissent aller là-bas. Ça, c'est le côté pénal. Du dossier. Donc là, ils ont fini le travail, ils ont remis les conclusions au procureur. Après, le procureur décidera si vraiment il y a matière à faire un procès ou il faut ajouter des éléments dans le dossier. Donc, et en ce qui concerne les indemnités, je le disais tout à l'heure, est-ce que vous êtes plutôt satisfait? Est-ce que vous pensez qu'il y aura des suites? Sur le plan civil, c'est pareil. À ce jour, à ce moment où je vous parle, il n'y a aucune personne qui est dans la famille, dans l'association que nous défendons. Il faut dire que nous, dans l'association, il y a à peu près 810 ayants droit sur à peu près 1000 ayants droit. Donc, c'est quand même à peu près 80%. Donc, parmi ces 810 ayants droit, il n'y a aucun qui est capable de dire qu'il a eu la totalité de ces réparations. Donc ils sont plutôt insatisfaits. Non, pas satisfaits du tout, mais il faut dire que le travail, on s'approche à la fin, parce que d'après nos avocats, ils vont l'officialiser bientôt. La médiation qui était menée depuis 2016, elle va prendre fin là, vers le mois de juillet, et que les soldes qui restent pour toutes ces familles, normalement ça va être réglé. Mais c'était un problème qui était dû au blocage des assureurs et leur cynisme et leur mauvaise volonté. Très bien, je vais donner la parole à M. Nassourdine Haïdari. En tant qu'élu à cette époque, donc élu de la cité phocéenne, qu'est-ce que vous avez ressenti et quelle action vous avez pu mener? Au moment du crash, j'avais 30 ans. Je commençais à prendre la fonction d'élu. Et c'est vrai que quand le crash nous est tombé sur la tête, nous avons tous été drogués. On ne savait pas où on était. Ça a été compliqué parce que on a tous perdu des êtres que l'on connaissait, des gens avec lesquels nous avons partagé un bout de chemin, des gens avec qui on était au Chauny ensemble, des copines, des copains. Et c'est vrai que ça a été très compliqué émotionnellement à gérer. Mais vous êtes là, vous êtes élus dans la cité phocéenne. On était à ce moment-là 3 Comoriens, 3 élus d'origine comorienne. Et à ce moment-là, on se téléphone et on se sent qu'on a une responsabilité. Donc on commence à prendre contact avec Marignane, avec les institutions, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que quand même, il faut se remémorer qu'il y avait quand même une tension qui était palpable. Et ceux qui étaient à Marignane, lors du crash, on attendait tous, vous vous rappelez comme moi, on attendait tous la liste. Une liste qui était une liste macabre, mais il fallait que l'on sache qui a perdu des êtres chers. Et c'est vrai que petit à petit, s'est dégagé dans la communauté comorienne une solidarité comme j'ai jamais vu, avec des associations comme SOS Voyage, comme Ushababi, qui sont venus épauler la communauté comorienne. Un élan de solidarité, un élan aussi de communication, mais vous savez que la douleur est toujours fraîche. Vous avez entendu un des membres des familles des victimes qui ne peut pas parler de cette situation 10 ans après. Il ne peut pas parler. Comment vous voulez réparer la perte de 2 enfants et d'une femme? Vous ne pouvez pas. Donc c'est vrai que nous étions devant la détresse absolue, la détresse humaine. Et vous pouvez être élu ou pas, mais je pense que ce que vous ressentez à ce moment-là, c'est beaucoup de tristesse, beaucoup de désespoir. Et vous êtes face à une situation qui est très compliquée. Donc, en tant qu'élu, vous étiez donc 3 d'origine comorienne. Est-ce que vous avez pu mener des actions? On a pu mener les actions que l'on a pu à cette époque. Donc on a fait un peu la coordination entre les informations qui nous arrivaient au compte-gouttes, parce que c'est des informations qui nous arrivaient au compte-gouttes, et avec, pour ceux qui s'en souviennent aussi,
un consulat qui représentait la partie comorienne avec M. Salor, avec qui en fait on s'est battu avec tout le monde, parce que du côté comorien comme du côté français, et je parle bien sûr sur la surveillance des associations, personne ne jouait le jeu, tout le monde se renvoyait la patate. Donc ce qu'il a fallu faire dans un premier temps, c'est pas se servir, mais essayer d'interpeller les médias. Et je me rappelle d'un direct que j'avais fait sur France 2 où on dénonçait les avions poubelles, où on dénonçait ces conditions de vol. Vous savez, je me rappelle, c'est toujours pour moi un moment troublant. J'avais rédigé la première lettre, j'étais dans mon bureau d'élu, et celui qui s'occupait de l'association m'avait demandé d'écrire une lettre pour dénoncer les conditions de vol. Et j'avais écrit cette terrible phrase: nous n'attendrons pas qu'il y ait des morts pour revendiquer nos droits. Et quand vous avez quelques mois avant la tragédie. Quelques mois avant la tragédie, et quand vous avez ça qui vous tombe sur la tête, vous dites mince, pourquoi on n'a pas fait plus? Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus? C'était prévisible. C'était malheureusement prévisible. C'était prévisible. C'était prévisible et je dois dire que la communauté comorienne, la solidarité, la force aussi de la jeunesse, la force aussi de la vieillesse, de la sagesse, a été présente à ce moment-là. Et je pense que nous étions tous endeuillés, tous. La cité phocéenne, bien sûr, nous en particulier, mais nous nous sommes tous sentis concernés, et tous ceux qui, dans leur coin, dans leur petit métier, dans leur grand métier, dans leurs fonctions, ont pu contribuer à faire avancer les choses dans un climat qui était vraiment tendu, qui était tendu parce que nous reprochions aux Comores de ne pas jouer le jeu, nous reprochions à la France aussi d'avoir laissé partir ses avions vers une destination inconnue. Donc en fait, on était pris comme des rats. Et nous avions que ce cri de dire ça ne se passera plus. Il ne faut pas que ça se repasse. Des enfants marseillais d'origine comorienne n'ont pas pu grandir dans cette cité-là parce qu'ils ont été foudroyés par l'inconscience humaine et aussi l'incompétence de ces gens-là qui ont joué avec la vie des gens. Et c'est ça qui est le plus triste, parce que aucune vie n'est réparable. Aucune. Je reviens vers Monsieur Hamada Asdi. Suite à l'annonce de cette tragédie, avez-vous pu aller vous rendre aux Comores, prendre l'avion? Et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Ce que je peux dire, ces choses-là, c'est cet accident. J'étais tellement perdu que je peux dire que j'ai fait une erreur, mais j'ai pas fait une erreur par exprès. J'ai pris les Yéméniens le même jour pour rendre aux Comores. Donc le 30 juin 2009. J'ai repris, après l'accident, j'ai repris. Quelques heures après le crash. J'ai rattrapé le directeur de Yéménia. Je lui dis, tu t'es des merdes, je veux partir de suite. Et Ouchababi et tous les Comoriens, ils ont bloqué l'aéroport. Je me rappelle. Ils m'ont tenu, ils n'ont pas voulu que je parte. Oui, de nombreuses personnes ont d'ailleurs manifesté près des agences. Ils les ont forcés à fermer. Oui, et je le comprends, mais je crois qu'ils m'ont compris aussi. Même j'ai perdu la chaussure, une chaussure, ce jour-là. Et j'ai trouvé les directeurs encore. Je lui dis des merdes pour que je rentre au Comores. Vous avez pu avoir il était associatif, oui, il m'a fait un billet à la main. Il était associé avec moi. Il m'a donné, il m'a dit, tu peux partir à Paris? J'ai dit oui. Ou tu me dis que je le prends, je le prends. Je suis parti à Paris, je prends un train, sorti à Marignane. Je dis, je pars pas, je pris un train et je suis parti. Il m'a passé par une porte à Charles de Gaulle et j'ai rentré sur Yéménia, j'ai rentré au Comores.
Donc la compagnie Yémenia, à votre tour, vous Oui. prenez ce même avion. Même avion. La compagnie en tout cas qui Oui. a Et je causé vous- la Oui. mort de vos proches. Oui. Et je sais pas qu'est-ce que ça arrivé jusqu'à que j'étais en colère, que j'entends personne, mais je voulais rentrer au Comores. Pour faire Voilà. le deuil. Pas le deuil, parce qu'on ne sait pas s'ils sont morts ou ils C'est sont vrai. vivants. Dans un mais premier temps, il y avait on l'incompréhension. était dans un vague qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Avec le bouche de gens, tu attends, ah ouais, l'avion il est rattrapé, il y a des vivants, il y a des tout. Mais moi, j'étais pas là. Dieu m'a donné quelque chose que je pense qu'il n'a pas donné à tout le monde, je remercie. Vous avez eu le courage. C'est pas le courage. Il m'a dit c'est fini, c'est fini. Qu'est-ce Il qui... m'a- C'est fini, c'est-à-dire ils sont morts, D'accord. n'écoute personne. L'avion il est tombé, il est tombé. Selon Ils les auraient jamais- rumeurs, c'est vrai que certaines Oui. personnes disaient qu'ils étaient peut-être pris en otage Oui, dans un autre pays. Il y voilà, avait plusieurs mais- spéculations. Mais il m'a mené ça dans mon cœur, direct. Il m'a dit c'est fini, Vous c'est savez. fini. Il n'était fait pas. Bah, je suis arrivé aux Comores le même jour. On est tombé le 6 juillet. Quant à l'ensemble de la population comorienne, au pays, Oui. quel retour vous avez eu? Là, vous parlez peut-être d'un incident fâcheux avec le président et un journaliste. Quant au reste de la population comorienne, quelles ont été leurs réactions envers vous? Moi, je peux dire qu'ici, il y avait un sentiment humain par rapport à là-bas. Je peux dire. Parce qu'ils ont une mentalité qu'il est mort, il est mort. Mais ici, j'ai trouvé une bonne solidarité par rapport aux Comores, aux populations comoriennes. Vous n'avez pas senti la population en deuil. 10 ans plus tard, j'ai envie de vous poser la question donc à vous, Fatouma, représentante de l'association SOS Voyage. Est-ce que votre combat continue toujours? Est-ce que vous dénoncez toujours les conditions de voyage sur la liaison France-Comores et réciproquement? 10 ans après, notre combat s'est un peu, on va dire, étoffé. 10 ans après, on va dire que notre combat s'est un petit peu étouffé. Dans la mesure où notre combat est tellement vaste et tellement compliqué, parce que quand on parle de association du voyage aux Comores, on parle bien entendu des conditions, de tout ce qui entoure le voyage. Donc c'est un volet qui est quand même assez vaste. Et à chaque fois que nous ouvrons une feuille, on se trouve devant une montagne de problèmes. À savoir qu'on n'est pas épaulé par notre pays d'origine et la France n'a que faire d'une petite communauté comme la nôtre. Ils ont d'autres chats à fouetter. J'aime autant vous dire que oui, notre combat continue, mais notre combat continue dans la mesure où on peut apporter notre édifice à l'association des familles des victimes, ou continue parce qu'on essaye toujours de sensibiliser le reste de la communauté à dire, écoutez, de nos jours maintenant, il y a Internet, de nos jours maintenant, on a 3-4 compagnies. N'allez pas toujours vers celle qui est le moins cher, parce que le moins cher, malheureusement, cache bien des surprises. Hein. On a déjà eu ce drame, donc faites attention. Je pense que c'est pas assez quand on est responsable d'une association qui est censée apporter des résolutions, des solutions à toute une communauté. Mais notre pas n'est pas de géant. Notre pas est peut-être d'un saut d'opus, mais on avance à petits pas. On se rend compte que nos enfants, ils ont pris conscience que nous sommes français, mais nous avons des origines. Et quoi qu'il en soit, si ce n'est pas aujourd'hui, ou demain, c'est après-demain, mais ce voyage, on le fera, tantôt pour aller, tantôt pour venir. Et donc, des solutions, nous, on a ouvert la voie. Nos enfants prendront le flambeau. Et on espère que d'ici 10 ans, 15 ans,
on pourra trouver solution à ce qu'on ait des compagnies sûres, surtout une compagnie nationale. Je pense que ça ferait plaisir à toute la communauté, à tous les internationaux qui aimeraient se rendre aux Comores, d'avoir une identité comorienne, de manière à ce que les choses soient prises pas à la légère, mais sérieusement, parce que quand on a une compagnie du pays, je pense que les choses sont vues différemment. Oui, on pourrait fixer nos prix, par exemple. Vous encouragez pas mal de personnes à ne pas prendre les billets les moins chers, mais les prix des billets pour se rendre aux Comores sont assez élevés, même les moins chers. Exactement. Et si aujourd'hui, un membre des familles de victimes qui a subi quand même un drame avec une perte de 4 personnes a eu, on ne dira pas assez du courage, mais dans son désespoir, il est allé reprendre cette compagnie pour se rendre aux Comores, c'est bien parce qu'il a vu par tous les moyens qu'il n'avait pas d'autre choix que d'aller dans la gueule du loup. Voyez. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut que, aussi bien que la France, les Comores nous aident, on demande à l'aide, qui nous aident à trouver des compagnies, une compagnie qui soit un peu plus sûre, avec des prestations moindres, parce que ce n'est pas possible. À l'heure d'aujourd'hui, le billet est à 1700. Comment voulez-vous que moi, avec 1300 €, je pars aux Comores avec 2-3 enfants? Donc, les enfants toujours, pour qui le prix du billet est le même que les adultes, d'ailleurs. Et le même, voilà. Je m'adresse donc à vous, président de l'association des familles de victimes. Il s'est passé donc 10 ans depuis cette tragédie. J'ai évoqué tout à l'heure la seule survivante, il s'agit de Bahia Bakari. Elle avait 12 ans à l'époque, donc 12 ans à l'époque du drame. C'est maintenant une adulte, je pense. Est-ce que vous avez des nouvelles d'elle? Oui, on a des nouvelles de Bahia. Au début, c'était à travers son père parce qu'elle était jeune à l'époque. Elle avait 12 ans. Et ces dernières années, devenant majeure, on a des contacts directs avec elle. La preuve, c'est qu'elle sera là le 29, parmi nous. Que se passe-t-il le 29 ? Le 29, c'est l'anniversaire des 10 ans de la catastrophe de la Yéménia. Comme il a dit Nassurdine, c'est vrai qu'en juillet 2009, il y a eu la plus grande manifestation de la communauté comorienne en France. Et je dirais la plus grande dans l'histoire du peuple comorien. Je ne pense pas qu'il y aura une autre manifestation comme ça. Parce que on s'est tous levés comme un seul homme par la colère, l'indignation, le désir de justice. C'était pas un deuil des familles des victimes ou d'une association, c'était un deuil collectif. C'était une catastrophe nationale. On était tous dans les grandes artères de Marseille. Donc, pour dire quoi? Pour dire que le 29 juin 2019, on aimerait, on souhaite, on lance un appel solennel à tout le monde pour qu'on soit là pour leur rendre un grand hommage honorable à tous ces innocents disparus. Comme il a dit, c'était nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs, nos neveux, nos nièces, nos oncles, nos tantes, nos amis. C'était un deuil qui a touché tout le monde, pratiquement. Donc vous espérez pour le 29 une marche silencieuse dans les grandes villes de France? Non, le programme... qu'aux Comores? Le programme, il est centré à Marseille. D'accord. On a une commémoration, une cérémonie officielle à 15h à l'hôtel de région. C'est le grand bâtiment là, du conseil régional à côté de Place d'Aix. Oui. Après la cérémonie, il y aura une marche de souvenirs de la Place d'Aix au Vieux-Port. Voilà. C'est ça le programme officiel. La seule survivante donc, du crash sera présente.
Bah, Ia sera présente, il prendra la parole pendant la cérémonie. Et je pense que j'ai pas des nouvelles très proches, mais je pense qu'elle se porte bien. Voilà, en gros. Pour revenir au problème de sécurité aérienne, parce que ça aussi c'est un sujet très important, je pense que le drame, ce qui est dramatique dans tout ça, c'est que personne n'a tiré de leçon de cet accident. Est-ce qu'on a une réponse à la question du pourquoi? Les causes donc, du crash, est-ce qu'il est dû à une erreur de pilotage? Est-ce qu'il est dû à une mauvaise météo? Est-ce que c'est dû à des essais militaires de la part de l'armée française? Est-ce qu'on a une réponse au pourquoi? D'après les investigations et les enquêtes qui sont faites jusqu'à aujourd'hui, il y a eu plusieurs rapports là-dessus et tous convergent sur l'erreur de pilotage et le manque de formation des pilotes. Donc, ça incombe derrière tout ça à la compagnie Emenia aussi. Donc, c'est à la responsabilité des pilotes et de la compagnie Emenia. C'est là où il y a la cause principale. Après, il y a des causes parallèles ou annexes contributives à l'accident. C'est, par exemple, on met en cause l'entretien des balisages des pistes d'atterrissage. Donc ça, c'est le problème qui concerne l'aéroport de Moroni. Voilà. Donc après, je pense qu'on ne sait rien à ce stade, mais peut-être il y a d'autres causes concernant l'appareil lui-même. Est-ce que, donc à l'écoute de ces raisons donc, qui ont causé le crash, donc le balisage donc, des pistes, ainsi que l'erreur humaine donc, du pilote, vous êtes en colère? Vous êtes en colère contre l'État comorien qui n'a pas entretenu donc, le balisage des pistes, et en colère aussi contre la compagnie Yemenia. Bon, je suis tellement en colère pour moi-même, pour le Comore, à part Yéménien, parce qu'avec tout ce qui se passe, le Comorien, ils étaient responsables avec Yéménien. Bon, le Comorien qui habite donc aux Comores ou les autorités, je peux dire, les autorités qui voient comment le report il est, qui doivent surveiller ça. Je le mettrai en cause parce que depuis que cet accident il est passé, il n'y a aucune amélioration qui est faite à l'aéroport. Donc ce crash n'a pas réussi à provoquer donc rien du tout. Quand tu atterris, tu dis Alhamdulillah. Je me rappelle un jour, j'ai pris l'avion, on atterrit, ils ont applaudi. Oui. Cela se produit très régulièrement. Ils ont applaudi. Très régulièrement. Au lieu de dire... ils ont applaudi. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'aéroport, mais... Vous parlez des morts, mais il y a aussi ceux qui sont condamnés à vivre sans les proches. C'est terrible. C'est quelque chose de terrible, rentrer chez soi et ne pas voir ses enfants, ne pas voir sa femme, ne pas voir ceux et celles qui ont fait votre bonheur au quotidien. C'est quand même une épreuve insoutenable. Insoutenable. Et vous cherchez des sourires par-ci, par-là que vous ne retrouverez pas. Donc d'abord, c'est comprendre la détresse humaine de ces familles qui ne se répareront jamais, eux, de ce drame-là. Comprendre que malheureusement, nous sommes dans une situation où aujourd'hui encore, dans notre pays d'origine, les Comores, il n'y a pas, à ma connaissance, s'il y avait un autre crash de ce type-là, les moyens nécessaires pour secourir les personnes. 10 ans après. C'est inacceptable, inenvisageable. On ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Et quand vous pensez qu'aux Comores, à l'heure où je vous parle, s'il y avait un autre crash de ce type, il y aurait les mêmes conséquences parce qu'il n'y a rien qui a été pensé. Ça me met la rage. Donc on n'apprend pas de leçons sur les erreurs qui ont été commises. Pire encore, c'est qu'on récidive. On récidive. Donc espérer que les autorités puissent avancer sur ce dossier-là, c'est-à-dire mettre les outils nécessaires pour secourir les personnes, pour que s'il y avait drame,
il y ait aussi les moyens nécessaires pour secourir les personnes. Deuxièmement, 10 ans c'est long, mais 10 ans aussi c'est une génération qui arrive, donc apprendre aux futures générations à toujours se battre pour leurs droits, à jamais baisser les bras. Ça c'est aussi quelque chose que nous devons laisser aux générations qui arrivent, parce que, comme on dit, les associations SOS Voyage, les associations de victimes, les conditions de voyage n'ont pas réellement changé, malheureusement. Et il y a toujours cette crainte d'atterrir ou de ne pas atterrir à bon port. Et troisièmement, c'est d'exprimer encore et encore la solidarité, la générosité de la communauté comorienne. Et j'appelle tous ceux et celles qui se sont sentis concernés, et même ceux qui n'ont pas vécu ce drame-là, à venir le 29 et à soutenir les familles des victimes. C'est un acte qui est pour moi nécessaire, un acte obligatoire. Et nous devons demander à toute la communauté marseillaise, pas seulement comorienne, mais à toute la communauté marseillaise, à venir, à soutenir et à dire haut et fort que le droit de vivre, est un droit essentiel, naturel, et que nous n'avons pas le droit de mourir parce que nous prenons un avion en 2009 ou en 2019. Voilà, c'est sur ces mots que nous allons clore cette émission. Toute l'équipe de CTI s'associe de tout cœur au chagrin et à la détresse des familles de victimes. Nous vous retrouverons très prochainement pour des émissions. Au revoir.